Allez, c'est parti. Merci à tous d'être là et bienvenue dans notre atelier qui concerne la ressource pour le bois énergie. Donc entre forêt et changement climatique, comment faire? C'est une bonne question. Donc je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie et donc je vais vous accompagner sur cette table ronde jusqu'à 11 heures. Alors, on l'oublie souvent, hein, mais le bois énergie, ça représente quand même 34% des énergies renouvelables consommées en France. Donc ça, c'était en 2022. Et c'est loin devant la première énergie renouvelable. Elle est incontournable dans la transition écologique. Alors, difficile de résoudre l'équation aujourd'hui du bois énergie. D'un côté, il faut arriver à sortir des énergies fossiles. Et de l'autre, une forêt qui souffre par rapport au réchauffement climatique, avec donc une raréfaction de la ressource. Donc depuis un an, il y a le secrétariat général à la planification écologique qui tire la sonnette d'alarme en pleine préparation de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il s'interroge plus que jamais sur les volumes de biomasse qui seront disponibles. Et selon lui, la situation serait critique et tendue déjà dès 2030. Alors comment faire dans ce contexte pour arriver à garder une ressource bois durable? Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, ok. Oui, comment faire? Est-ce que c'est hiérarchiser les usages de la biomasse? Est-ce que c'est utiliser d'autres biomasses que le bois énergie? Est-ce que c'est gérer la forêt différemment? Nous allons voir tous ces sujets avec nos invités. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle Rodeau. Vous êtes directrice d'exploitation des réseaux de chaleur et de froid de Montpellier, à la Serme. Oui, bonjour à tous. Bonjour. On a Rémi Grovel, là-bas, pardon. Rémi, vous êtes gérant de Beta Énergie, en Haute-Loire. Oui, bonjour. Jérémy Glohagen, à côté, vous êtes référent interrégional forêt résilience à l'ADEME. Oui, bonjour. Pour 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, Stéphane Magot, donc vous êtes vice-président du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, et président du CIDED, qui est le syndicat d'énergie du Lot. Tout à fait, bonjour à tous. Et en visio, on a Florin Malafosse. Ah, bah parfait. Bonjour Florin, donc Florin, il est expert forêt au bureau d'études Solagro. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci de l'adaptation avec la visio. J'aurais préféré être avec vous, mais c'est déjà bien comme ça. En tout cas, on vous entend très bien, c'est parfait. Parfait. Merci. Alors pour commencer, je vais faire un petit sondage auprès de vous. Très simplement, vous levez la main. Je voulais savoir qui vous êtes. Alors rapidement, est-ce que vous venez des métiers de la forêt, par exemple? Il y a des gens de la forêt? Pas forcément. Des gens de la chaleur? Des métiers de la chaleur? D'accord. Des collectivités peut-être? Ok. Bureau d'études? Ok, c'est assez équilibré, collectivité, bureau d'études. Des étudiants? Ouais, voilà. Je sais que les étudiants, ils apprécient la conférence sur la chaleur chaque année. Merci d'être là. Merci à tous. Alors pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, on va partir sur le terrain, donc avec les exploitants de réseau, pour voir comment ils vont s'approvisionner, comment ils s'approvisionnent aujourd'hui. Donc Isabelle Rodeau, vous êtes donc directrice d'exploitation des réseaux de chaud et de froid de Montpellier, à la Serme, et vos réseaux irriguent à peu près une dizaine de quartiers de Montpellier et délivrent 120 mégawattheures par an de chaleur. Gigawattheures, excusez-moi. 120 000 mégawattheures. Un zéro de plus. Ouais. 3. Oui, 3 zéros de plus. Alors, comment vous faites pour vous approvisionner et combien de milliers de tonnes vous utilisez pour le bois, par exemple? Donc, si on peut voir la slide pour m'aider un petit peu et aider aussi la salle à comprendre un peu nos implantations. Je vais y arriver. Voilà, donc notre réseau alimente, comme vous le disiez, plusieurs quartiers à Montpellier. Et notre première expérience bois énergie se situe un petit peu au nord, hein, dans le quartier Hôpitaux-Faculté, où il y a la chaufferie des universités, qui a été prise en gestion par la Serme en 2008. Elle était au charbon, elle a été entièrement remasterisée à la biomasse en un été, donc ça a été un peu un tour de force. Et donc pour cette chaufferie, on a mis en place la première filière bois qu'a gérée la Serme, à partir de bois exclusivement recyclés, parce qu'à l'époque de cette transformation, l'ADEME n'avait pas d'exigence encore sur la partie plaquettes forestières des approvisionnements. Donc on est 100% palettes recyclées,
Et ça se fait depuis 15 ans à une échelle très courte, c'est-à-dire sur la métropole. On récupère tous les bois des déchetteries et autres industries ou commerces. On récupère tous les bois à l'échelle de la métropole. On les envoie sur une plateforme située à une quinzaine de kilomètres dans la métropole. On le trie, on le broie. Donc on nous met de côté le bois non souillé, propre, et donc on le sort des statuts de déchets pour nous le relivrer sur la chaufferie en circuit court à 15 km. Donc c'est une filière qu'on a mis en place en 2008, qui a fait déjà 15 ans et dont on est tout à fait satisfait et qui nous permet d'avoir un prix optimisé sur un volant de 8000 tonnes par an de bois. Et est-ce que vous avez du bois énergie aussi, alors, oui, qui sort de la forêt? Donc du coup, après, on a continué le plan de verdissement des réseaux de la Serme avec trois chaufferies qui sont nées à peu près en même temps. La chaufferie Joffre, que vous voyez un peu à droite, hein, sur le tableau, et la chaufferie Port-Marianne qui sont nées en 2014. Et là, on a mis donc du coup une deuxième filière en place, où là, on a sur Joffre 5000 tonnes de plaquettes forestières régionales. Et sur Port-Marianne, un mélange de palettes à 40% et de plaquettes à 60%, juste pour optimiser les prix, évidemment, sur des grandes quantités. Donc à Joffre, on est sur un volant de 5000 tonnes par an. Et sur Port-Marianne, au global, on est sur 9000, mais à terme, puisque le quartier Port-Marianne est amené encore à s'étendre, on sera sur 11 000 tonnes de bois, donc 40% palettes et 60% plaquettes forestières. Et enfin, la dernière née, c'est la chaufferie de la Cité Créative, située rue des Chasseurs, dans le quartier, l'ex-caserne EAI pour les Montpelliérains. Et celle-ci, donc, elle a démarré en janvier 2023. Troisième filière, à chaque fois, on fait des consultations, hein, puisqu'on est un organisme semi-public. On consulte pour avoir des opérateurs. Et donc, là, on a mis en place une nouvelle filière régionale avec 5000 tonnes de plaquettes forestières à terme. Hein. Pour l'instant, on est plutôt sur 2000 puisqu'on démarre, hein. Et on sera sur 5000 à terme, 5000 tonnes de plaquettes forestières. On essaye de gérer nos appros, on offre l'opportunité pour les fournisseurs d'avoir des contrats de long terme, puisqu'on fait du chauffage, on ne fait pas de l'industrie ou quoi, donc on sera là de façon pérenne. Et donc on offre à nos fournisseurs la possibilité d'avoir des contrats d'approvisionnement de longue durée, donc ils vont jusqu'en 2030, nos contrats, c'est la fin de notre contrat à nous. Et donc, ça permet à des gens qui souhaitent s'installer, faire des plateformes, de pouvoir faire l'investissement nécessaire dans le temps. Et alors, justement, c'est qui vos fournisseurs? Alors, sur les différentes filières, surtout l'université, ça a été un partenariat avec une plateforme qui était existante et pilotée par Veolia, puisque c'est du recyclage de déchets. Voilà. Et après, sur le bois énergie, en fait, on a un chef d'orchestre qui s'appelle Européenne de Biomasse, qui est une cellule qui permet d'avoir pour une plateforme, ils ont géré la plateforme et ils ont plusieurs approvisionneurs derrière, locaux, et donc les exploitants forestiers distribuent leurs produits sur notre plateforme et après nous on a un agglomérat de ces fournisseurs. Et le dernier, c'est une entreprise locale qui se situe à Saint-Mathieu-de-Tréviers qui a été retenue, c'est Philippe Frères, c'est un opérateur qu'on voit très souvent sur Montpellier sur les lagages, etc. Et donc, il nous approvisionne la dernière chaufferie, celle de la Cité Créative. Donc, on a une variété de fournisseurs à surveiller, à tenir dans le droit chemin de la bonne combustion et du bon approvisionnement. Oui, avec des contrats long terme, c'est ça que vous disiez, qui contrat est long assez terme, important, quoi. Et un chef d'orchestre pour réguler, coordonner en tout cas pour coordonner les livraisons et aussi ce qui paraît anodin mais qui ne l'est pas, la reprise des cendres aussi, qui est aussi une logistique à mettre en place et qui n'est pas toujours simple non plus. D'accord. Merci pour cette belle présentation. On passe à Rémi Grovel et on part dans la Haute-Loire. C'est bien ça? C'est ça. L'Auvergne en général. Donc BT Énergie est un petit opérateur territorial de Chaleur-Bois que j'ai cofondé en 2015 avec des entreprises locales, avec un objectif simple qui est de fournir un service de chaleur-bois aux petites collectivités rurales. Le constat étant que c'est quand même un peu aberrant de voir des camions de fioul monter dans les territoires forestiers d'Auvergne et des camions de bois descendre dans les centres urbains, là où se trouvent les grands réseaux de chaleur. Donc en fait, la biomasse, elle va que dans un sens.
Et la contrainte de réalisation des réseaux de chaleur dans les petites communes, elle est assez forte pour des raisons techniques, économiques qu'on ne va pas développer ici, puisque ce n'est pas le sujet. Mais les petites communes rurales ont besoin d'être accompagnées par des opérateurs qui n'ont pas les mêmes coûts de structure et qui n'ont pas les mêmes façons de travailler. Alors Beta Énergie, c'est un ensemble d'entreprises, de collectivités et de partenaires financiers qui travaillent pour développer ces services. Et donc on est en circuit court et en économie locale. Nous avons intégré tous les métiers de l'arbre jusqu'au radiateur. C'est-à-dire que dans nos actionnaires, nous avons des entreprises de travaux forestiers qui nous fournissent la plaquette forestière, des chaudiéristes et des entreprises chauffagistes qui construisent les chaufferies, etc. L'objectif est de pouvoir, et tout ça dans un circuit court permettant d'offrir un service à coût compétitif aux communes. Donc par rapport à la question, nous on gère des petits réseaux de chaleur. Aujourd'hui notre consommation elle est ridicule par rapport à Montpellier bien évidemment, puisque on consomme à peu près 500 tonnes de bois. On a 7 réseaux de chaleur, on consomme 500 tonnes de bois à l'année. Je précise que notre bois il est sec, il est séché. Pour avoir un rendement optimisé, on est à 4,2 MWh la tonne, on n'est pas de 5 ou de 8. Hein. Et notre objectif de développement, c'est on sera autour de 3, 4, 5 000 tonnes par an. Voilà. Et vous avez intégré alors directement dans Beta Énergie tous les exploitants forestiers en fait pour avoir l'assurance de la ressource et de la qualité? C'est à la fois une question de co-responsabilité et de garantie sur l'avenir. On travaille pour l'économie locale, mais l'économie locale, il y a la ressource et la main-d'œuvre, les entreprises. Donc nos partenaires sont associés dans Beta Énergie, donc ils sont cofondateurs. L'objectif est de mobiliser le mieux possible et dans la durée cette ressource locale sur des circuits qui font 10, 20, 30 km, mais où on est aussi en partenariat, mais on le dira peut-être plus tard dans la discussion, avec les détenteurs de la ressource, c'est-à-dire les propriétaires. D'accord. Donc là, vous êtes tous réunis pour le même intérêt. Enfin, voilà. Donc tout fonctionne bien sur le territoire ? Tout fonctionne bien, on n'est pas les seuls, bien sûr. Et effectivement, donc il y a cette notion de concurrence sur une ressource. Tout le monde tape à peu près sur la même ressource, les gros comme les petits. Hein, et quand il y a un gros projet qui se monte, que ce soit un réseau de chaleur urbain qui va consommer 30 000 tonnes ou que ce soit un industriel qui va faire du granulé pour 100 000 tonnes de bois, eh bien tout le monde est sur cette partie qu'on appelle le BIBE, là, le bois d'industrie, bois énergie, et fait monter les prix d'une part, mais aussi n'a pas de considérant sur l'avenir de la gestion forestière. Enfin, j'exagère, mais je pense qu'on va revenir dans le débat sur la façon de réguler un accès à la ressource sur des usages qui sont différents. Et c'est aussi une question que j'aimerais que dans le débat politique du bois énergie, on la mette de plus en plus sur la table. Je crois que l'ADEME commence à la mettre de plus en plus. C'est faire de la chaleur bois, oui, mais pour quel usage? Pas pour n'importe quoi. Je crois qu'il y a des priorités. Alors, à la fois dans l'énergie, la meilleure énergie, celle qu'on ne consomme pas, bien sûr, mais après, il y a les énergies fatales, etc. Et le bois énergie doit avoir son usage le plus pertinent possible. C'est vrai qu'on entend à l'ADEME, au gouvernement, le merit order, donc la priorité à certains usages de biomasse. On va le redévelopper après. Vous, Stéphane Magot, donc vous êtes vice-présidente du CIB, donc l'interprofession bois énergie, et en même temps aussi président du syndicat du Lot, de l'énergie de Lot. Donc ça va être avec cette casquette-là pour cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous vous fournissez dans votre syndicat, donc à une quinzaine de réseaux de chaleur, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Alors le CIDET du Lot est d'abord un syndicat de gestion de traitement de déchets. Et on a un réseau départemental de 29 déchetteries sur laquelle, bien sûr, très tôt, il y a près de 20 ans, on a mobilisé la ressource qui est aussi celle exploitée à Montpellier, des palettes et cagettes déposées en déchetterie. L'activité réseau de chaleur s'est développée, donc aujourd'hui on a effectivement 15 réseaux de chaleur, ça représente 27 gigawattheures
gigas, oui, livrés aux abonnés, dans une logique de réseaux ruraux. Donc on est assez proche de ce que fait l'opérateur en Haute-Loire, même s'il a son pendant dans le Lot, effectivement, avec Bell 46, qui est une structure qui vient construire des chaufferies dédiées accolées au bâtiment. Nous, on s'est attaché à la spécificité de lever l'écueil, lever la difficulté de la construction de réseaux de chaleur ruraux. Donc ils sont structurés bien sûr auprès de gros consommateurs et on offre le long du tracé l'opportunité à tous les particuliers de se raccorder. Ce qui là aussi les met à l'abri d'une tension, d'une spéculation telle que celle qu'on a connue sur les autres énergies tout récemment. Pour ce qui est plus particulièrement de la Pro, en 2021 on a consommé 13 000 tonnes de combustible qui provenaient quand même pour partie de sous-produits de l'industrie et du bois, à raison de 30% environ, de plaquettes forestières à hauteur de 25%, des déchets verts. Alors ça c'est une particularité, c'est ce qui est présenté ici, c'est que sur nos 29 déchetteries, on récupère peu ou prou 17 000 tonnes de déchets verts par an. C'est lié au fait que depuis 2012, le département du Lot est soumis à un arrêté d'interdiction de brûlage des déchets verts par les particuliers, qui sont considérés comme des déchets ménagers, mais aussi aux obligations légales de débroussaillement. Donc même si on est beaucoup moins exposé à l'incendie dans l'arc méditerranéen, il y a une sensibilité de nos administrés qui fait qu'on récolte des quantités dantesques de déchets verts qui initialement étaient transformés en compost, mais ce compost se retrouve à être trop abondant, même si on le rétrocède gratuitement aux particuliers, on était à saturation. Donc on a développé un process de broyage, d'extraction de la fraction ligneuse des déchets verts qui nous permet aujourd'hui d'en valoriser à peu près un quart qui sont envoyés vers les réseaux de chaleur. On a par ailleurs développé des partenariats avec les collectivités, le département du Lot au premier chef, pour l'élagage bord de route. Le département du Lot, c'est un département qui est à plus de 50% couvert par du couvert forestier. On a un réseau de 4500 km de routes départementales et le gestionnaire de ces routes, donc qui est le département, a vu très tôt un intérêt à désombrer les routes pour allonger la durée de vie des bandes de roulement. Donc on s'est mis en situation de s'équiper de broyeurs, de travailler chantier route fermée et de procéder comme ça tout au long de l'année, dans les périodes où c'est autorisé bien sûr, à ces chantiers d'élagage, voire à la reprise sur plateforme lorsqu'il était pertinent de faire du stockage et de la reprise ultérieurement. Donc là aussi ça représente environ 2000 tonnes de broyats qui sont récupérés. Ce partenariat est en train de se développer avec des communautés de communes qui bien sûr techniquement trouvent tout autant l'intérêt à désombrer les routes, à préserver aussi les réseaux aériens, parce qu'on parle beaucoup du numérique dans le Lot. Alors on a constitué un syndicat Aveyron, Lot et Lozère pour fibrer tout foyer, mais la majeure partie de ce réseau s'est déployée sur des poteaux. Donc, et l'opérateur nous a bien attiré notre attention, contrairement à ce que faisait l'opérateur historique Orange, sur le fait qu'il était de la responsabilité des propriétaires, des arbres notamment, d'assurer la pérennité de ces réseaux. Donc les élus locaux, les maires, au niveau de la strate la plus proche du terrain, s'attachent à ce que leurs administrés voient ce réseau sécurisé. Donc là aussi des perspectives de progression. Oui. Donc on comprend bien que c'est des fournisseurs publics, le département, les Comcom. Est-ce que vous avez des fournisseurs privés sur le bois énergie? Oui, on en a bien sûr, puisque les 20 et quelques % de plaquettes forestières, là on est sur des forestiers. Alors on en a 3-4 aujourd'hui dans le panel des fournisseurs. Le fait d'en avoir plusieurs, ça permet aussi de les tenir. Parce que quand bien même on a des formules de rémunération avec des indices qui permettent l'actualisation, mais lorsqu'il y a quand même des soubresauts par rapport aux coûts des énergies, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre ou ainsi de suite, on les voit très vite revenir vers nous pour négocier, discuter le bout de l'art au-delà de ce qui est prévu dans la formule. Et les sous-produits de l'industrie qui permettent là aussi dans certains cas d'aller jusqu'à une livraison directe par l'industriel qui a le broyeur qui alimente le réseau de chaleur. Et est-ce qu'il y a des soucis dans l'approvisionnement ? Alors on a l'opportunité de réguler un petit peu l'approvisionnement parce qu'on a 3 bases de valorisation qui nous servent donc pour la transformation des déchets verts en 3 points différents du département sur lesquels on peut stocker. Alors on ne stocke pas, bien sûr, on n'a pas la capacité à stocker toute la saison de chauffe, mais on a quand même cette possibilité d'avoir des volumes tampons et qui permettent des fois même le temps d'une négociation un peu âpre de taper dans nos stocks et d'attendre que les choses se régulent. D'attendre qu'il y ait une négociation correcte, si on Tout à fait. peut dire. Donc on voit bien à travers ces 3 exemples
j'allais dire, enfin, dans des départements très différents, et puis en rural et en urbain, on voit bien que c'est complètement différent, mais qu'il n'y a pas forcément de gros soucis de tension, en tout cas en ce moment, qu'il y a des négociations, mais pas forcément de soucis de tension. Recording stopped. Excusez-moi, j'ai juste eu un retour, pardon. Jérémy Glohagen, vous êtes référent donc, forestier à l'ADEME, forêt résiliente à l'ADEME, sur la partie Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous avez ce regard national? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement aujourd'hui où en est le bois énergie en France? L'ADEME a sorti un avis, je pense il y a 15 jours à peu près, sur le bois énergie. Quel constat fait l'ADEME? Alors peut-être déjà poser quelques chiffres au national. Le bois énergie, c'est la première énergie renouvelable en France. Il représente 33% de la production d'énergie renouvelable et 66% de la chaleur renouvelable, donc largement devant les autres ENR, avec des objectifs très ambitieux, notamment pour tout ce qui est secteur collectif et industriel, avec une chaleur produite aujourd'hui à partir de gaz, de charbon, et non substituable, je dirais, autrement que par le bois énergie. Je vais prendre un exemple. Tout ce qui est usage à haute température sur des process industriels, on ne peut pas le faire avec de la géothermie. Ce sera forcément couvert par du bois énergie. Et alors dans ce contexte de décarbonation des activités humaines en fait, et la multiplication des projets biomasse, bon, il est important de s'assurer du suivi de la ressource forestière. Donc pour ça, en fait, en France, dans chaque région, il existe une cellule régionale biomasse, donc qui est constituée de l'ADEME et des services déconcentrés de l'État, la DRAF, la DREAL, la DRETS, notamment, et qui a pour mission de donner un avis administratif, en fait, sur les plans d'approvisionnement des projets de chaufferie bois dans le cadre des appels à projets nationaux. Donc l'objectif de la cellule, l'objectif principal de la cellule, c'est éviter les conflits d'usage, on en parlait, s'assurer de la bonne hiérarchisation des usages du bois, qu'il n'y ait pas de valorisation énergétique, par exemple, pour un bois qui pourrait être valorisé en bois industriel sur du panneau lamellé-collé ou des aboutés, des choses comme ça, et de bien identifier la finitude de la ressource. Alors on est peut-être moins concerné en Occitanie, mais comme je couvre la Nouvelle-Aquitaine, je me permets... en France, on exploite surtout le résineux et on a des grosses tensions, notamment sur le massif des Landes de Gascogne, sur le Pen maritime. Alors c'est un exercice difficile pour les cellules régionales biomasse parce que c'est des chaufferies qui verront le jour dans 3-4 ans, avec pour certaines une montée en puissance sur 10 ans. Donc dans un contexte de changement climatique très changeant, les prévisions ne sont pas faciles à faire. C'est ça, en fait, depuis 2020, on s'est aperçu vraiment que l'accélération du changement climatique pèse énormément sur la forêt, notamment les sécheresses. Donc vous expliquez là qu'il y a d'énormes besoins aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas prévoir finalement comment va évoluer la forêt, la forêt qui souffre déjà aujourd'hui, ou est-ce qu'on a déjà des indices là-dessus? Alors peut-être pour faire un petit focus sur l'Occitanie, vous donner quelques chiffres avant de parler du changement climatique. L'Occitanie, c'est la deuxième région forestière de France, avec 2,7 millions d'hectares de forêt et un taux de boisement de 36%. Alors c'est très inégal, on est autour de 13% dans le Gers, c'est à plus de 50% en Ariège. Donc les essences majoritaires, on est sur du chêne pubescent, du hêtre, du châtaignier. Et ensuite, on est sur des résineux, du pin sylvestre, du sapin pectiné. Donc à 77% feuillu, on va dire, et 33% résineux. C'est bien représentatif du paysage national aussi, La forêt d'Occitanie est très diversifiée. C'est l'une des plus diversifiées de France. Puisqu'on a des forêts très différentes entre les plaines de la Garonne, le sud du Massif central, des forêts méditerranéennes et puis des forêts pyrénéennes orientales, vraiment différentes.
Pour parler de bois, la forêt d'Occitanie, c'est 350 millions de mètres cubes de bois sur pied. L'accroissement naturel produit 10 millions de mètres cubes de bois supplémentaires chaque année. Et avec un prélèvement annuel un peu au-dessus des 5 millions, de 3 millions, côté 5 millions, c'est de l'autre côté, c'est côté Nouvelle-Aquitaine, 3 millions de mètres cubes en Occitanie et 1,5 million de mètres cubes pour la mortalité. Donc si on fait 10 moins 3 moins 1,5, on arrive à 5,5 millions de mètres cubes de bois en flux positif chaque année en Occitanie. Donc pour comparer, pour vous donner des éléments de comparaison, on a une mortalité de 30% supérieure dans le Grand Est et à surface égale, un prélèvement 2 fois plus important en Nouvelle-Aquitaine. Donc en résumé, les forêts d'Occitanie on peut dire qu'elles sont particulièrement résilientes et peu exploitées. Très bien. Peut-être pour vous répondre sur le changement climatique. Donc sur le changement climatique, on a des études nationales, les plus récentes, elles datent de 2016-2017. Et du coup, une actualisation de ces études est indispensable. Et l'ADEME cofinance des projections de disponibilité de bois à horizon 2050. Donc c'est une étude qui est menée par l'IGN et le FCBA. Et donc les résultats seront connus en début d'année 2024 là. Et l'étude se base sur plusieurs scénarios, un scénario tendanciel et différents scénarios du GIEC pour prendre en compte justement le changement climatique sur la ressource future. Donc on aura des données région par région sur la ressource future dès 2024, assez précises. Avec des scénarios différents de changement climatique. Ouais, très bien. C'est bon à savoir, on va surveiller ça. Merci. Florin Malafos, est-ce que vous nous entendez ? Donc Très bien, de oui, Solagro, bon, impeccable. Et ben vous aussi, vous faites pas mal de scénarios. Donc Solagro, bureau d'études, a mis au point une étude, enfin un scénario, pardon, sur After 2050 notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux et puis les résultats d'After 2050 dans la projection et puis peut-être même le comparer avec d'autres scénarios ? Tout à fait. Je partage tout à fait tout ce qui a été dit là précédemment sur les enjeux du puits de carbone. Effectivement, les études de référence datent de quelques années, autour de 2017, et on a vu depuis 2017 un épisode de crise tout à fait inédit, qui fait qu'on a vraiment besoin d'outils de cadrage pour voir un petit peu comment vont évoluer les forêts à long terme. Et c'est quelque chose qui est très complexe aujourd'hui. On ne sait pas si on est sur des épisodes qui vont être ponctuels ou si on est vraiment sur une crise systémique. Donc voilà, c'est vraiment tout le travaux prospectif se base sur des incertitudes fortes, et c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte dans les politiques forestières. C'est qu'il y a un énorme volet de recherche, bien sûr, à développer, à encourager pour essayer de voir un petit peu mieux dans quelle direction s'oriente la forêt, et pour autant, il faut aussi agir, et agir dans l'incertitude. Donc, effectivement, nous, on s'est posé la question sur la vision autour du scénario After. Le scénario After, qui est un scénario qui se veut global sur les enjeux d'occupation des sols, d'alimentation, d'agriculture et de forêt, et qui a la spécificité d'être articulé de manière étroite avec le scénario Négawatt sur la partie énergie. Scénario Négawatt qui s'est enrichi dans sa dernière version d'un scénario Négamat, donc qui intègre aussi la partie matériaux. Alors, on essaye vraiment d'avoir cette vision la plus systémique de la transition écologique dans son ensemble, en partant effectivement de la demande de la société et en traduisant ça en termes d'occupation des sols et d'impact sur nos paysages agricoles et forestiers. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'enjeu de la demande est primordial. On a aujourd'hui une demande de bois domestique qui est vraiment le gros de ces 33% de NR que représente le bois énergie aujourd'hui. C'est de la demande domestique et du bois bûche. Ça, c'est un usage qui est en forte diminution. Pour plusieurs raisons, pour des raisons d'efficacité des appareils de chauffage, mais surtout pour des raisons d'évolution démographique. On n'a plus les mêmes usages, plus les mêmes façons d'habiter, en territoire rural notamment. On a une forte diminution des usages un peu traditionnels de personnes qui pouvaient passer 20-30 stères par an dans des foyers ouverts ou des poêles peu performants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui disparaît.
Et du coup, en termes de ressources, on a une compression très importante de ce poste de la consommation domestique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du bois énergie dans les usages et les usages qui peuvent inquiéter sur la question de la ressource forestière. Mais on est aujourd'hui encore dans une situation relativement stable en termes de volume de bois énergie. Tous les nouveaux usages qu'on a pu développer sur les réseaux de chaleur, l'industrie et les chaufferies bois, compensant la diminution très importante des usages de bois bûche. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la problématique est très présente dans les médias, mais pas forcément, se retrouve pas forcément dans la réalité. C'est vrai qu'on a Et bien vu avec nos 3 intervenants qu'il n'y avait pas forcément de tension, en tout cas aujourd'hui, sur le bois énergie. Je vous laisse poursuivre, Florin. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut vraiment avoir une vision assez lointaine de l'évolution des différents usages pour s'assurer effectivement qu'on a en face une bonne gestion des ressources, ressources dont on n'est pas certain de l'évolution avec le changement climatique. Et puis, il y a un autre aspect que nous, on a développé dans notre vision, c'est qu'on parle beaucoup de hiérarchie des usages, de privilégier les usages à longue durée de vie, donc le bois matériau, le bois d'industrie, et en dernier recours, le bois énergie, qui va avoir un usage le plus court en termes de durée de vie. Nous, on amène un regard un petit peu différent dans la mesure où on voit comme un plafonnement des usages en bois matériaux, parce que si on applique les principes de sobriété et d'efficacité dans la demande, également en matériaux et en industrie, on se rend compte qu'on va forcément avoir beaucoup moins de constructions neuves. On a des projections démographiques revues à la baisse, on a le zéro artificialisation net, donc on a besoin aussi de limiter la construction neuve, d'augmenter par contre de manière très importante la rénovation. Et ça se traduit par des besoins en bois matériaux qui sont stables, voire qui diminuent un petit peu. Alors on a des leviers sur la relocalisation, parce qu'aujourd'hui on exporte du bois rond et on importe des bois transformés, donc on peut continuer à soutenir les filières matériaux qui ont quand même un avenir en termes de développement, mais pas forcément aussi important, et nous c'est un peu ce qu'on montre dans notre vision, pas forcément aussi important que dans les autres scénarios. Et là, pour vous partager les différentes visions qu'on a pu comparer, Alors, on a donc dans Jérémy, les si vous différents voulez, scénarios. j'ai le PowerPoint, je peux peut-être essayer de rebasculer, je sais pas. Vous l'avez Ou pas vous là, mon partage l'affichez. d'écran? Non, on n'a pas le partage d'écran. Ah zut. Ouais, je peux pas basculer en fait entre votre image et le graphique. D'accord. Bah, pas de souci, on avait fait les tests, ça avait l'air de marcher, mais bon, Ah, ça y est, assez c'est rapidement. bon. Ça c'est apparu. C'est bon? Ouais, merci. Assez rapidement, on voit dans les 4 scénarios de l'ADEME, par exemple, qu'on a une forte augmentation, et même dans le tendanciel, de la récolte en bois d'œuvre, donc c'est ce qui est en bleu foncé. La SNBC2 allait aussi très loin sur ce volet-là, même si on n'avait pas un chiffrage précis dans ce qu'il en sortait. Et puis nous, on a accompagné le VVF aussi dans sa vision sur leur stratégie biomasse à 2050. Et aussi mettre en avant vraiment ce volet bois matériaux à encourager pour le bilan carbone. Bois matériaux qui va générer beaucoup de bois énergie. Un peu comme un couplage de ces deux flux. Oui, c'est ça, il faut bien voilà. comprendre. Et nous, on apporte un. Il faut bien comprendre bois matériaux qui tire le bois énergie. Donc Tout à fait. voilà, c'est par rapport aux coproduits du bois matériaux qu'on va avoir des produits bois énergie. Enfin voilà, c'est vraiment important. On a vraiment 2 filières qui sont très liées, de l'amont dans l'amélioration des parcelles de forêt de bois matériaux jusqu'à l'aval et la valorisation des connexes de bois au niveau du sillage. Mais nous, ce qu'on montre, c'est qu'il y a quand même un découplage et qu'on peut aller plus loin sur le bois énergie que uniquement les coproduits de la filière de la filière matériaux, notamment parce que le bois énergie peut être un vrai outil d'accompagnement de l'adaptation au changement climatique, dans l'amélioration des peuplements en place. Et puis, on l'a vu, le témoignage du Lot, là, pour le coup, est hyper intéressant. S'adapter au changement climatique, c'est aussi débroussailler, c'est aussi prévoir des accès de lutte contre l'incendie, et c'est toute cette gestion de nos paysages forestiers qui peut s'accompagner de volumes de bois de faible qualité, finalement, parce qu'on va être sur du bois plutôt de débroussaillage, d'entretien. Pour le coup, le bois énergie
intervient comme un outil du gestionnaire forestier pour traiter des bois qui dépérissent de manière prématurée à cause du réchauffement climatique, mais aussi anticiper d'éventuels dépérissements par de l'amélioration, par de l'accès, par du débroussaillement, de l'entretien. Et donc, il y a vraiment un gros travail. Pour moi, il y a vraiment une phase de transition des espaces forestiers dans les 30-50 années à venir. Et pour le coup, le bois énergie, c'est un des outils du gestionnaire pour arriver à accompagner cette transition forestière. Donc pour vous, Florin, il n'y aurait pas de tension sur le bois énergie à l'horizon 2030, 2050 ? Alors, on ne peut pas parler de tension sans vraiment interroger les usages. Effectivement, si l'objectif c'est de faire de l'électricité, du carburant pour l'aviation à partir de bois, sans réinterroger nos usages, il y a une véritable tension. Par contre, on peut pas... Voilà, aujourd'hui, on peut avoir des scénarios, un bouclage, ce qu'on appelle un bouclage de la biomasse, c'est-à-dire de traiter en même temps les usages et la ressource, qui peut être équilibré, et le bois énergie peut avoir un rôle tout à fait significatif à jouer dans la transition écologique. Mais voilà, à condition d'interroger les usages sociaux, autant énergétiques que matériaux. Et c'est quoi ces usages? Alors, on en a rapidement parlé tout à l'heure, pas d'électricité, vraiment faire de la chaleur avec le bois, la première chose. Et puis après, il y avait la différence entre chaleur haute température et basse température, c'est ça? Alors, en termes d'usage, aujourd'hui, sur l'énergie en particulier, nous, effectivement, on a un gros besoin de substitution des énergies fossiles. Donc, usage chaleur priorisé, bien sûr, sur cette phase de transition, notamment pour tout ce qui est réseau de chaleur et industrie, sur lequel il y a beaucoup de substitutions de consommation d'énergie fossile qui sont à prévoir. Le scénario négawatt, et là, je vous invite à consulter la note qu'on a publiée, introduit même sur ces secteurs tertiaires, industrie et réseau de chaleur, une diminution des consommations par l'efficacité énergétique à moyen terme. Et ce que prévoit le scénario négawatt, c'est à partir de 2035 d'aller vers une production de gaz à partir de bois, à partir de la pyrogasification, notamment parce que en 2050, si on veut vraiment décarboner tout notre système énergétique, il y a encore besoin de fournir de l'électricité en pointe en période hivernale, et l'usage direct de biomasse pour ces pointes est complètement... paraît pas du tout logique en termes de filière technico-économique, dans la mesure où faire tourner des centrales biomasse de forte puissance pendant 2 semaines en hiver, d'un point de vue logistique, d'un point de vue technique, ça fonctionne pas bien, alors qu'on a un réseau de gaz qui est présent, disponible, et qu'on peut utiliser comme un moyen de stockage. Donc l'idée, c'est de traiter les volumes de déchets verts, les volumes dépérissants quand ils se présentent, de les gazéifier. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur des gisements de basse qualité, on n'est pas du tout en concurrence avec du bois d'œuvre, pour avoir effectivement une capacité de stockage du gaz dans le réseau et d'usage sur des pointes hivernales, ou éventuellement en mobilité aussi, sur des usages où un recours à l'électricité est complexe. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'interroger l'ensemble du système énergétique et matériaux de manière globale pour pouvoir travailler sur les usages. Et on se rend compte que la hiérarchie des usages, matériaux, industrie, énergie, elle est certes louable, mais ça ne peut pas être l'unique entrée, parce que la vision transversale amène des enjeux un peu plus complexes. Merci beaucoup, Florin. On comprend très bien du côté des besoins et le besoin de hiérarchiser les usages. Donc, si on retourne du côté forêt, donc avec ce réchauffement climatique et l'impact en fait sur la forêt, je me tourne vers vous, Jérémy Glohagen. Il y a eu quand même pas mal, j'allais dire, d'attaques médiatiques par rapport à la forêt et par rapport au fait que, j'allais dire, le bilan carbone du bois énergie n'est pas forcément neutre, comme on l'a dit jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des pratiques sylvicoles qui sont plus enclins à améliorer le bilan carbone du bois énergie? Oui, évidemment. Ça fonctionne, on vous entend. Ouais. Le bois énergie doit se développer en priorisant en fait, le bois ne trouvant pas de débouchés dans le bois d'œuvre, dans les débouchés matériaux. Donc là-dessus, l'ADEME a publié quelque chose sur la CV du bois énergie, l'analyse du cycle de vie,
Donc le bois énergie doit se développer prioritairement avec des arbres qui, dans tous les cas, auraient été coupés. On peut penser aux coupes sanitaires, aux actions sylvicoles nécessaires à la récolte du bois d'œuvre, comme la mise en place de cloisonnement. On a aussi tous les bois qui doivent être coupés pour favoriser la production de bois d'œuvre, les éclaircies, les coupes sélectives d'arbres de faible diamètre, détourage, etc. Et puis on a les bois qui sont issus de nouveaux boisements sur des friches agricoles, sur des prises agricoles, sur des friches urbaines. Et à contrario, par contre, dans nos pratiques, il y a certaines pratiques sylvicoles qui peuvent présenter un fort risque de déstockage carbone, en fait. Donc on peut citer la sylviculture orientée uniquement vers la production de bois énergie. Ça a été testé il y a quelques années, on n'en fait pas vraiment aujourd'hui en France, mais la transformation des forêts anciennes pour faire de la monoculture, la récolte des souches, on va avoir aussi tout ce qui est récolte de rémanents, de menus bois qui sont inférieurs à un certain diamètre. 7 cm, il faut que ça reste au sol, c'est ça? Voilà. Ça permet de réamender le sol et puis d'avoir des arbres qui poussent bien pour la rotation suivante. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, face au manque de bois énergie, pourquoi pas passer ces bois-là dans l'énergie? Vous dites, non, attention, biodiversité, si je peux dire. Oui, pour la biodiversité, en fait c'est un écosystème, donc il ne faut pas le fragiliser et puis il faut réamender le sol et il faut conserver, et puis même pour le passage des engins, etc. Ok, donc on voit bien les différentes pratiques qu'il va falloir faire évoluer parce qu'il y a encore des marges de progrès de la filière pour aller vers ces pratiques-là. Oui, et après vous parliez des controverses. En fait, comme le disait Rémi tout à l'heure, on dit souvent que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et on peut l'appliquer à l'énergie en fait. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas et donc qu'on ne produit pas. Donc le BE a des impacts environnementaux. Mais on peut les minimiser et d'où l'importance de la performance énergétique et de la sobriété. Vous avez cité tout à l'heure des attaques médiatiques, on peut citer la qualité de l'air et on a sorti un petit guide grand public à ce sujet. J'en ai pas avec moi parce qu'on est déjà en rupture de stock. Ben voilà, il a été imprimé. Merci Stéphane. Le bois, une énergie renouvelable en 10 questions. J'ai pris le dernier. Je vous invite à le consulter. Il est disponible en libre téléchargement sur la librairie ADEME sur Internet. Sur la qualité de l'air, en fait, le débat concerne en réalité principalement le chauffage au bois domestique, avec un enjeu de renouvellement de parc. Et donc pour répondre à cet enjeu, il existe des aides d'État, MaPrimeRénov', l'ADEME finance le label Flamme Verte. Et après, le citoyen aussi a un rôle essentiel à jouer sur le mode d'allumage, sur l'entretien de son équipement, sur la qualité du combustible, vous en avez parlé tout à l'heure, le taux d'humidité notamment. Et concernant les installations collectives et industrielles, l'ADEME révise chaque année ses critères du fonds chaleur pour des chaufferies de plus en plus vertueuses, avec la mise en place obligatoire de filtres qui abattent les polluants atmosphériques. Donc aujourd'hui, s'il y a un enjeu, c'est plutôt sur les petites chaufferies, donc qu'il faut instrumenter ces petites unités pour les améliorer. Et est-ce que les financements du fonds chaleur de l'ADEME vont changer, être modifiés en fonction des usages de la biomasse? Est-ce que c'est prévu ou pas du tout? C'est en cours d'étude en fonction de ce qui sera décidé en fait. D'accord, c'est encore en cours. On verra dans quelques mois alors. Tout à fait. Ok. On comprend bien, je pense, les besoins qu'il faut limiter, notamment avec une hiérarchisation des usages. De l'autre côté, des pratiques sylvicoles qu'il faut arriver à adapter au changement climatique, en se disant attention à ce qu'on fait. Alors pour vous, comment faire, là je pose la question aux 5 intervenants, comment faire pour que l'énergie reste vraiment durable et renouvelable, que le bois énergie reste comme ça. Stéphane Magot, donc en tant que la vice-présidente du CIB, il y a une nouvelle directive européenne sur la durabilité des bois qui est en train de sortir, RED 3. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que vice-présidente de l'interprofession bois énergie? Avant d'aller sur RED 3, juste peut-être, on a une vision de l'ADEME,
une vision d'After a une maille qui souvent est analysée au niveau régional. Il faut avoir la capacité d'aller beaucoup plus près du territoire, à minima la maille départementale, voire infradépartementale. J'ai aussi une casquette d'élu des collectivités forestières. Si je prends l'exemple du Lot, 260 000 hectares de forêt qui appartiennent à 66 000 propriétaires différents. Elle est privée à 98%, elle est hyper morcelée. Donc les questions, ce n'est pas tant sur la ressource que sur la capacité à la mobiliser à l'avenir, en informant le propriétaire qui, encore des fois, ne sait même pas qu'il est propriétaire de la forêt. Et dans le même temps, la préfecture, nous sommes, là je prends ma casquette d'élu, de maire d'une commune rurale, de mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement. Donc il faut réussir à identifier les propriétaires forestiers pour que l'obligé, celui qui a la maison à protéger du risque incendie, soit en mesure de le contacter pour demander l'autorisation d'aller intervenir sur un terrain qui ne lui appartient pas. Autant vous dire que c'est un exercice qui est dantesque. Là, toujours pour prendre l'exemple du département du Lot, on est le seul département de France couvert par 2 chartes forestières de territoire. Et dans les plans d'action de ces 2 chartes forestières, on a embarqué tous ces dispositifs, ces boîtes à outils finalement, qui vont permettre aux élus, qui vont permettre aux opérateurs locaux demain de travailler aussi avec beaucoup plus d'acceptabilité. Donc il faut vraiment aller chercher, le diable se niche dans les détails et le gisement il y est, la capacité à la mobiliser aujourd'hui, là je suis beaucoup moins serein quant à cette capacité. On entend bien, oui, aller chercher les propriétaires qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires. Donc après, changer les pratiques, c'est encore autre chose. J'entends bien. Rémi, vous vouliez réagir? Oui, alors sur l'aspect aller regarder dans le détail, je suis entièrement d'accord, parce que c'est là où se nichent les problèmes. Sur l'ensemble des scénarios, effectivement, je partage ce qu'a dit M. Malafosse de Solagro et mon collègue Jérémy à côté. Maintenant, dans la pratique, c'est là où le bas blesse, dans la pratique. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur 2 points. C'est, d'une part, le fait que mobiliser, quand on est dans une forêt morcelée, la forêt française, elle est morcelée, elle était dit, c'est pas que dans le Lot, partout. Alors nous, on n'a pas encore les obligations légales de débroussaillement, ça va peut-être venir avec le réchauffement climatique, parce qu'on a pas mal de dépérissements aussi. Mais mobiliser dans un paysage de forestier aussi morcelé 30 000, 50 000 tonnes de bois ou 100 000 tonnes de bois, c'est pas la même chose que mobiliser 1000 tonnes de bois par rapport à, d'une part, la capacité à les mobiliser, la capacité juridique, technique, sociale, mais aussi l'impact. On a des injonctions des financeurs, notamment de l'ADEME, pour les réseaux de chaleur et pour les gros faiseurs de rayons d'approvisionnement, mais il faut arrêter de se boucher les yeux. C'est-à-dire que quand on dit vous allez mobiliser 100 000 tonnes de bois dans un rayon de 100 km, il faut arrêter. J'ai tous les jours des exemples de camions qui viennent de régions d'autres France, qui ont traversé la France pour alimenter des usines de granulés ou des usines ou des grands réseaux. Pourquoi? Parce que, et je ne les condamne pas en eux, mais c'est le problème de, 1, la traçabilité, 2, la capacité à mobiliser dans une gestion forestière aussi adaptative, parce que là, c'est le deuxième problème, de pouvoir se projeter dans une gestion forestière adaptative, des volumes de bois, une massification de prélèvements qui n'est pour beaucoup, alors c'est pas partout, mais dans beaucoup de cas de figure, qui est difficilement compatible avec une gestion forestière à l'échelle de cette forêt morcelée. Et donc on se trouve face à un paradoxe, oui, on veut faire de la chaleur bois, oui, on a besoin de substituer des usages, avec toute la hiérarchie dont on a parlé, très bien, mais à partir du moment où on change à un certain niveau d'échelle de massification, on se trouve face à un problème qui va, à mon avis, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que l'avenir me contredira, mais à mon avis va s'amplifier du fait qu'aujourd'hui on mange notre pain blanc, avec les dépérissements, avec un certain nombre d'obligations, il y a beaucoup de bois sur le marché, il n'y a pas trop de problèmes de tension, mais ça va venir, et face à cette forêt très morcelée, on est un peu démunié. Alors il y a des outils qui existent, de plans de développement de massif avec la forêt privée, etc. Mais on est loin d'avoir un outil et une capacité à répondre à ces enjeux de massification. Et alors nous, ça nous concerne que
à moitié, puisque nous sommes en circuit court sur des petits volumes et on travaille directement avec des propriétaires et des exploitants qui sont associés à notre schéma. Et si j'ai bien compris, vous êtes impacté par la massification autour. Et alors, c'est petit pic à mon collègue de droite, l'histoire de la cellule régionale biomasse, c'est très bien, mais il n'y a que l'État. C'est pas l'État qui va prélever en forêt. Donc c'est certain d'avoir un recul, mais comment vous pouvez avoir un recul si vous ne mettez pas les professionnels des professionnels de bois dans le tour de table de l'analyse à court, long terme, moyen et long terme de la capacité. Quand il y a une industrie forte qui s'implante à côté de chez nous et qui va mobiliser 100 000 tonnes de bois et qu'il n'y a pas un professionnel du coin qui est au courant, ben ça déstructure tout. Et moi je prêche pour que cette cellule régionale biomasse, elle ne soit pas simplement uniquement sur des projets de réseau de chaleur, mais sur tout projet qui a un impact lié à la biomasse, à la mobilisation de biomasse, parce qu'on l'a bien vu, le bois énergie est indissociable de la sortie de bois d'œuvre et de bois d'industrie. Donc il faut pouvoir lier les deux et il faut pouvoir avoir un espace de gouvernance, de dialogue et de transparence. Aujourd'hui, la cellule régionale biomasse ne répond pas à ça. Jérémy, est-ce que ça va évoluer ? Un petit droit de réponse. Bon, la filière est consultée par la cellule régionale biomasse. Plusieurs choses. On y vient, en fait. Aujourd'hui, la cellule biomasse, elle est consultée pour largement plus que son périmètre initial. C'est en discussion. Après, ça demande aussi des personnes ressources chez nous pour pouvoir travailler sur tous ces projets. Parce que, comme je disais, c'est pas facile de faire des prévisions à 2, 3 ans ou 10 ans. On met en place aussi, côté ADEME, des observatoires du bois énergie pour justement faciliter ce travail-là de la cellule. C'est un observateur du bois énergie qui est... l'ADEME travaille avec Fibois Nouvelle-Aquitaine là-dessus. Donc, côté Occitanie, le chantier va venir. Il y a des choses qui existent. On va voir ce qu'on va mettre en place. Et après, pour revenir à votre question initiale sur comment faire pour que le bois reste une énergie durable et accessible, sur la durabilité, le Fonds Chaleur impose en fait aux chaufferies un taux minimum de bois certifié, PEFC, donc qui certifie une gestion durable de la forêt. Alors je vois Rémi, je rebondis parce que je vois Rémi qui lève les yeux au ciel sur le label PEFC, ça veut dire quoi ? Non, je ne critique pas du tout les labels. Il y a vis-à-vis d'éléments de ce que je venais de dire sur du morcellement de la forêt et une difficulté à rentrer de beaucoup d'acteurs et de propriétaires à rentrer dans le label certification. Donc il faut aller vers cette approche de traçabilité et de certification de la gestion durable. Maintenant, on a des problèmes, encore une fois, structurels de la forêt française là-dessus. Il y a un gros travail à faire d'animation du côté de ces certificats de gestion durable. Je vais être tout à fait transparent. En Occitanie, le taux de certification régional, PEFC, il est de 22%. Dans nos cahiers des charges Fonds Chaleur, on demande que les chaufferies s'approvisionnent au moins à l'équivalent de 50% du taux régional. Donc on demande finalement sur le papier 11%. Après, dans les faits, on a beaucoup de chaufferies qui sont alimentées avec un taux bien supérieur parce que la collectivité demande un rayon d'appro, parce qu'ils sont regardants sur la gestion durable, etc. Donc on a des taux supérieurs. Mais s'ils voulaient respecter simplement le cahier des charges, ils pourraient faire beaucoup moins. Donc c'est clair qu'il y a un gros travail d'animation à faire auprès des propriétaires forestiers pour mettre en gestion durable leur forêt et se faire certifier. Et sur la question de l'accessibilité pour tous, alors c'est vrai qu'on a vu le prix des granulés l'année dernière augmenter fortement. Je pense que ça a été montré, c'était conjoncturel, augmentation du prix du gaz, la guerre en Ukraine. Donc il y a eu un vent de panique. Il y a beaucoup de ménages qui ont fait des stocks pour plusieurs saisons de chauffe. Là, on est revenu sur des prix plus normaux. Après, ne pas oublier que finalement, le bois énergie, c'est une ressource non délocalisable, donc qui permet de maîtriser les coûts en fait, par rapport à une énergie comme le pétrole qu'on fait venir de l'autre bout du globe où on n'a pas du tout la main. Donc ça reste une énergie accessible pour les ménages les plus modestes et qui en plus favorise l'emploi local.
Et par les financements du fonds chaleur et les conditions que vous mettez, vous pouvez agir justement sur cet approvisionnement, quoi. Très bien. Eh ben, on va continuer avec la durabilité du bois et je reviens sur la directive européenne RED 3. Donc, qu'en pense le CIB, le Comité interprofessionnel du bois énergie, et aussi une petite réaction par rapport aux cellules biomasse et à l'implication des professionnels en fait dans cette cellule. Oui, alors on était tout juste en train de finir de transposer RED 2 et qu'on parle déjà de RED 3. Alors, RED 2 concernait les chaufferies de plus de 20 MW, donc c'est une centaine de chaufferies en France, hein, avec des processus de mise en place d'attestation de durabilité pour prendre en compte tous ces critères, hein, qui le sont aussi bien sûr pris par les financeurs, de manière à permettre à l'utilisateur final de justifier qu'il s'inscrit bien dans cet usage en cascade du bois, donc une utilisation hiérarchisée en termes de plus forte valeur ajoutée possible pour le bois, mais aussi les critères d'approvisionnement, les critères de durabilité, en lien avec la qualité des sols, en lien avec les peuplements. Et finalement, RED 3, on a eu très peur au printemps 2023 parce qu'il était envisagé à un moment donné de ne plus considérer le bois énergie comme une énergie durable. Alors là, c'était mettre un coup d'arrêt complet à cette filière, à ces solutions, alors même que ça a été dit, dans les PPE, on fonde énormément d'espoir. Il y a un défi énorme à relever. Je rejoins Rémi sur le fait qu'on ne sait même pas comment on va réussir à mobiliser les volumes de bois nécessaires pour atteindre ces pourcentages de progression. Donc RED 3, ça abaisse le seuil. On est sur des chaufferies aujourd'hui à 7,5 MW, donc il reste quand même des grosses chaufferies. Avec le lien peut-être avec les cellules biomasse, c'est qu'il y aura possibilité de définir, alors au niveau local, mais des fois hyper local, des zones d'exclusion, des zones sur lesquelles on va aller sanctuariser le peuplement forestier, parce qu'il est d'une richesse en termes de biodiversité, parce que des forêts primaires, on n'en a plus hein, sous nos latitudes. Mais en tout cas, il y a encore des forêts très riches qui méritent d'être préservées comme havre de biodiversité. C'est là, il sera possible de les sanctuariser. De la même manière, par rapport à certains aspects paysagers, à certains aspects protection de la ressource en eau, parce que là aussi, la forêt joue un rôle. Alors c'est vrai que au niveau d'AFTER, tout ça est parfaitement, merveilleusement bien étudié. Toutes ces interactions, on va aller cristalliser un petit peu la situation à certains endroits. Par contre, ce n'est pas parce qu'un secteur est protégé qu'il est à l'abri du péril sanitaire, qu'il est à l'abri d'autres risques. Donc il faudra cette intelligence territoriale pour dire oui, bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi, mais on se doit d'intervenir. Il faut quand même avoir présent à l'esprit que la forêt, c'est le propriétaire de la forêt qui est responsable de ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nos forêts, qu'elles soient publiques ou privées, elles sont ouvertes à tous les usages. Ce qu'on appelle les aménités, quand vous allez vous promener, quand vous allez aux champignons ou ainsi de suite, avec ou sans l'autorisation du propriétaire dans une forêt, il y a une part de responsabilité qui pèse sur le propriétaire. De même, parce que les arbres sont dépérissants, s'il y a un sinistre, s'il y a un blessé, s'il y a un mort, ça embarque la responsabilité du propriétaire. Aujourd'hui, moi, quand j'en parle dans nos réunions, dans nos plans de développement de massifs, justement, qui sont des actions au niveau des chartes forestières, les gens ils disent « mais moi, je vais interdire, les gens, ils n'ont rien à faire chez moi ». Donc la seule chose qu'on peut leur conseiller, c'est de souscrire ces assurances propriétaires forestiers. Alors les CRPF, les relais, aujourd'hui, ça coûte 2 € l'hectare par an. Donc c'est quand même très modeste. Et ça met à l'abri potentiellement de sérieux déboires. Voilà. Donc la RED 3, aujourd'hui, on a 18 mois. Ça a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 31 octobre. On a 18 mois pour le transposer. Les financeurs aussi se devront de le transposer correctement. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, le diable se niche dans les détails. Il va falloir, dans les dispositifs, ne pas aller se tirer une balle dans le pied, parce que sinon, ça risque de devenir très très contraignant. On entend bien qu'il faudra surveiller cette réglementation vraiment les prochains mois. Je me tourne vers vous, Isabelle. Vous allez avoir un nouveau réseau de chaleur donc, sur Montpellier. Alors, si je ne me trompe pas, 26 km de long, 3 chaufferies et une puissance de 16 MW. Oui, c'est ça. Enfin, 16 MW, c'est uniquement pour la partie biomasse qu'on va construire. C'est effectivement le projet du réseau au nord de Montpellier. Justement, on rejoint un peu l'idée qui était soumise là de réduire déjà dans l'ensemble les consommations énergétiques. Donc ce projet de réseau nord, il part d'abord d'une rénovation d'ampleur de tous les quartiers nord de Montpellier qui partent de la Mosson et tout un tas de copropriétés dégradées que la SERM
par sa casquette d'aménageur, va entièrement rénover. Donc on va réisoler, faire de la rénovation énergétique d'ampleur. Et en plus, là, vient se greffer le réseau de chaleur qui, par son caractère renouvelable et son prix maîtrisé, avec une TVA réduite, permet d'offrir aux usagers une facture énergétique réduite. Donc c'est dans cet outil urbain global qu'on amène ce réseau nord qui va donc faire à peu près 20-26 km de canalisation et une nouvelle chaufferie à la biomasse de 16 MW dont on a travaillé l'approvisionnement avec les fournisseurs qu'on connaissait pour présenter à la cellule biomasse de l'ADEME notre projet, notre demande de subvention. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement combien de tonnes, avec qui, comment, jusqu'où vous avez travaillé avec les exploitants forestiers pour arriver peut-être même à avoir du bois certifié? Alors, avec qui, c'est pas encore sûr, puisque je vous le rappelle, on est une entité publique soumise à la consultation et donc on ne peut pas choisir prestataire comme ça. Donc, il y aura forcément une consultation dans l'année qui vient, d'ailleurs, qu'il faut que je me mette à travailler pour retenir le fournisseur. Mais on a présenté quand même avec nos fournisseurs actuels une première version de plan d'approvisionnement à l'ADEME de 25 000 tonnes de bois de mémoire, à 40% palette déchiquetée, toujours. On essaye d'abord d'aller valoriser les déchets et grâce à notre connaissance de la plateforme de Pignan qui nous alimente, on sait qu'il y a encore matière à largement récupérer et de quoi faire au moins 40% sur cette nouvelle chaufferie en termes de palette déchiquetée. Et le reste en plaquettes forestières qui viendra de façon régionale. Et là, on a eu toutes les assurances nécessaires des fournisseurs qui travaillent pour nous actuellement sur ce volant d'approvisionnement qui ne leur pose pas a priori de soucis particuliers. Ça reste quand même plutôt raisonnable, hein. On n'est pas sur des 700 000 tonnes de bois comme à Gardanne ou des 100 000 tonnes de bois sur des grosses cogées qui fleurissent, qui ont fleuri près de Pierre-Latte. Donc on reste sur des volants qui sont tout à fait raisonnables et on met un point d'honneur effectivement et avec l'ADEME à mettre des exigences en termes de qualité. Donc PEFC, on en a beaucoup parlé, le label régional OQBO+, qui sera demandé aussi aux prestataires fournisseurs, pour justement s'assurer de la traçabilité et de la durabilité de l'exploitation de la forêt. Est-ce que juste vous pouvez expliquer ce que c'est, OQVO? C'est un label, c'est une charte qualité mise en place par la région Occitanie, avec des engagements du fournisseur sur certaines façons d'exploiter et de tracer ses produits. Et le fait qu'il y ait des grosses chaufferies que vous avez citées sur le territoire, ça n'a pas posé de soucis parce que vous avez, vous, un volume assez restreint par rapport à elles? Nous, ça nous pose problème parce que ces gens sont un petit peu moins regardants sur la qualité du bois rentrant. Nous, on est en centre-ville. On a des critères qualité qui sont bien précisés dans les contrats en termes d'humidité, de taux de poussière dans le bois entrant pour justement maîtriser une parfaite combustion et s'assurer que l'atmosphère n'est pas polluée à Montpellier et qu'on rejette dans les normes qui sont les plus restrictives. Et ces gens-là sont un petit peu moins regardants sur la qualité. Donc, à force, nous, on est dans un dilemme où quand la qualité du bois qui nous est livré ne correspond pas à nos exigences, on refuse le camion une fois, deux fois, et le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il va à Gardanne parce que le gars, lui, il lui prend et du coup, ça lui fait un débouché beaucoup plus facile en qualité. Donc, ça nous gêne parce que justement, ils font un appel un peu, et jusque vers chez nous, sur les quantités de bois et de façon beaucoup moins contraignante pour les fournisseurs qui, eux, c'est tellement simple que c'est plus facile que de venir à la Serme et d'expliquer que le bois, il est trop poussiéreux, etc. Jérémy, une question un peu provocante, mais par rapport au témoignage qu'on a, est-ce que finalement, le bois énergie, ça ne doit pas rester vraiment très local et pas forcément sur des échelles énormes? C'est ce que les collectivités mettent en place dans leur, leur contrat d'appro, voilà, sur des plans d'approvisionnement entre 100 et 200 km. Sur Bordeaux Métropole, je sais que par exemple, toutes les chaufferies sont sur un rayon d'appro de 100 km.
Alors, on a parlé de QBO. En fait, il y a un aspect gestion durable de la forêt avec PESC, mais c'est pour assurer une plaquette de qualité. Du coup, on est dans la performance énergétique quand on a ces labels-là. QBO, CBQ+, ça permet d'avoir de la plaquette calibrée avec une granulométrie, un taux d'humidité, quasiment pas de fine, en fait, de poussière. Donc, on joue sur la performance de la chaufferie, avec un rendement très très bon, et puis aussi sur les émissions. Donc enfin, du coup, c'est gagnant-gagnant, quoi. Et par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est vraiment qu'en France, on limite une usine à tant de tonnes de bois, à 100 000 tonnes de bois par exemple, ou des choses comme ça? Ce qui se passe aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir où c'est qu'on met les priorités et sur quel usage. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de notre ressource bois, en fait, et pour quel usage? Et aujourd'hui, on est un peu sur un système premier arrivé, premier servi. Si demain, on a je ne sais pas combien de dossiers pour des chaufferies bois, on n'est pas sur un usage matériau. Il faut en France qu'on améliore nos scieries. On a à l'ADEME un appel à projet SCB, Système Constructif Bois, pour justement améliorer nos scieries, pour qu'elles puissent valoriser les forêts de feuillus. J'en ai parlé au début, on a 2/3 de forêts de feuillus en France. Donc il faut valoriser ces arbres, il faut valoriser les gros arbres aussi, qu'on a du mal à valoriser. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, là, ça part souvent à l'étranger. Donc on a une grosse marge de manœuvre là-dessus, ouais. Voilà. L'amélioration. La forêt française, c'est 2/3 de feuillus, et la construction, c'est 2/3 de résineux finalement. On n'exploite pas du tout les feuillus. Donc une marge de manœuvre par rapport aux feuillus. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste une précision, alors RED 3 exclut à l'avenir les aides publiques pour de la production d'électricité à partir de biomasse forestière. Donc ça sera bien sûr transposé au niveau national et les règles de financement n'iront plus vers ces unités-là. Par contre, des gardanes n'ont pas forcément besoin d'aide publique pour voir le jour. Il y a un tel enjeu économique en matière de production d'énergie que l'opérateur privé peut porter ça, peut prendre le pari sur l'avenir, en fait, sur l'explosion du coût de certaines énergies, pour dire j'y vais, je me positionne et je viens piller les territoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe, c'est que jusque dans le Lot, dans le Cantal et au-delà, on voit des chargements qui partent à destination de Gardanne. Ils ont tellement mal estimé la capacité du territoire à mobiliser cette ressource qu'il y a aussi du bois qui arrive par bateau, qui est débarqué, qui arrive de l'étranger. Donc ça nous met réellement en difficulté. Et il faut souhaiter qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas un Gardanne 2, un Gardanne 3, parce que sinon, alors là, les objectifs de mobilisation seront tout simplement inatteignables. Arriver à avoir des garde-fous finalement économiques aussi par rapport à ça. Rémi, donc vous développez aussi, enfin, les petites chaufferies justement en bois énergie avec les citoyens. C'est un modèle qui pourrait être encore plus multiplié? Oui, alors avant de prendre, juste rebondir sur d'où l'importance d'élargir cet outil de surveillance, de contrôle et de planification qu'est la cellule régionale biomasse à l'ensemble des usages du bois. Parce que, comme ça a été dit, premier rendu, premier servi. Et puis, on dit il y a une part bois énergie, BIBE, ce qu'on appelle BIBE, bois d'industrie, bois énergie, bois d'œuvre, bois BIBE et puis le rémanent. Et en fait, en fonction des conditions plus ou moins difficiles d'exploitation et des coûts d'exploitation, c'est parfois tout l'arbre qui part en bois énergie. Hein, faut se le dire. Même s'il y a une partie qui pourrait partir en bois d'œuvre. Donc ça, c'est aussi lié à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'on a un besoin, une fois qu'on a mis en place un gros investissement qui va consommer 20, 30, 40 ou 100 000 tonnes de bois, il faut l'alimenter, quoi qu'il arrive. Donc eh bien, si le bois doit venir de 400 km, il fera 400 km, on en voit passer les camions. Et ici, il doit se faire au détriment d'une part de bois d'œuvre parce que localement, à un temps T, eh bien, le marché de bois d'œuvre n'est pas suffisamment rémunérateur, donc ça parle au bois d'œuvre. Donc il y a toute cette problématique-là qui est très concrète, quoi. Voilà. Oui, alors après... et concrètement, juste, je rebondis dessus, c'est vrai que les exploitants forestiers et les coopératives forestières disent de toute façon, c'est économiquement rentable. Tous les bois en fait qui sont bons pour partir en bois d'œuvre, en matériaux, partent parce que c'est beaucoup mieux valorisé. Voilà, c'est ça, j'allais dire à 90%. Sauf que sur le terrain, en effet, des fois, il y a des tas de,
j'allais dire... Ça, c'est le discours national et globalement, c'est vrai, mais localement, ça peut être totalement faux. Enfin, ça peut être dévoyé. Voilà, il y a des Dévoyé. exceptions, on va dire, il y a des à exceptions. certains endroits. En tout cas, il y a de l'amélioration à faire. Alors, sur la chaleur citoyenne. Oui, alors effectivement, Beta Énergie était un petit opérateur territorial de chaleur bois citoyenne. Ça veut dire quoi? Dire que nous avons, d'une part, nos destinataires, nos bénéficiaires finaux, ce sont les habitants du territoire. On aide les petites communes rurales à faire des petites régies, ou sans petites régies, on fait des réseaux privés. Et l'objectif, c'est de faire bénéficier à ces habitants du territoire, en substitution du bois bûche, comme disait Florin, une énergie qui va être mutualisée, qui va être plus efficace, plus efficiente et qui va permettre de faire tourner l'économie locale. Ça, c'est la partie bénéficiaire. Et puis, en amont, nos projets sont financés grâce à une structure qui s'appelle Énergie Partagée, investissement, qui est de l'épargne citoyenne. Donc l'objectif, c'est de rendre les citoyens un peu acteurs de cette transition énergétique, notamment sur une ressource qui est commune. D'accord, la forêt, elle est privée à 80% ou 75% en surface, certes, mais c'est quand même aussi quelque part, et c'est là où on est un peu schizophrène, c'est un bien public dans l'ensemble des aménités qui est produite par la forêt. Et donc tout le monde doit être préoccupé par cet état de la forêt et la façon dont on la gère. Le fait de mettre de l'épargne citoyenne dans des projets vertueux, en circuit court, qui vont favoriser l'économie locale, des entreprises locales, qui vont favoriser une gestion durable sur des prélèvements en bois énergie, une fois que le bois d'œuvre est parti, etc. Ça, c'est un engouement. Alors aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine de structures en France qui rassemblées dans un collectif qui s'appelle Chaleur Bois et Territoire, dont effectivement une structure est dans le Lot et travaille avec le CILED qui s'appelle Bois Énergie du Lot, qui sont dans cette logique de développer de la chaleur bois citoyenne au sens du territoire d'une part et d'une approche de responsabilisation de la façon dont on fait un usage d'un bois pour la chaleur. On connaît énergie partagée et les projets citoyens, notamment en photovoltaïque. Là maintenant, il y en a en chaleur et ça se fait sur des territoires un peu partout, que ce soit le nord, est, voilà. C'est ça. Merci. Une question à Florin. Est-ce que, si vous nous entendez, ouais, merci beaucoup Florin. Donc After 2050, vous avez regardé toute la biomasse. Donc je me dis que une façon aussi de sortir de la tension sur le bois énergie, c'est peut-être d'aller voir d'autres biomasses. On a vu nos intervenants qui s'approvisionnent aussi bien en bois déchets qu'en élagage. Vous, comment vous voyez ça à After 2050, cette évolution biomasse globale? Oui, il y a effectivement un énorme potentiel hors des espaces forestiers, notamment sur tout ce qui va être le bois en agriculture. On sait que replanter des arbres dans nos parcelles agricoles, c'est un énorme atout pour l'adaptation au changement climatique, notamment pour la capacité à séquestrer du carbone sur ces espaces. Et ce que montre After et la vision transversale, c'est que les surfaces agricoles dont on a besoin aujourd'hui sont directement ou indirectement à près des 3/4 utilisées pour la production de viande et de produits laitiers, et du coup diminuer la consommation de viande, ce qui est appelé pour des raisons de santé ou pour des raisons environnementales et d'émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de libérer des espaces, effectivement, de replanter des arbres dans les espaces agricoles. Et donc là, on a un énorme levier qui est gagnant-gagnant, je dirais, autant sur la partie agroécologique que à terme pour la production de biomasse. On voit aujourd'hui sur la haie qu'on a pas mal de secteurs où le bois énergie est un outil qui permet de financer l'entretien des haies, de financer de la plantation de haies, et on a effectivement quelque chose où on a la production de biomasse qui sert vraiment la logique agroécologique. Donc nous, ça, c'est quelque chose qu'on met très en avant. Et deux autres aspects sur l'adaptation et la manière dont le bois énergie peut s'inscrire dans une nouvelle dynamique. C'est d'une part, on l'a vu avec les obligations légales de défrichement et l'interdiction des brûlages à l'air libre. On a aujourd'hui beaucoup de bois de vergers ou de vignes qui sont encore brûlés à l'air libre avec des émanations de polluants atmosphériques très, très importants. Donc là, on a
besoin de traiter autrement ces volumes de biomasse. Aujourd'hui, c'est compliqué de traiter ces bois en chaufferie pour des questions de pollution, notamment liées aux intrants dans les pratiques agricoles. Mais on peut le faire, même si c'est moins rentable. Donc effectivement, il y a des stratégies à trouver pour vraiment interdire les brûlages à l'air libre et valoriser ces biomasses-là. Et puis nous, on voit aussi un levier dans la plantation de taillis à courte rotation. Donc pour le coup, ça peut être des bandes boisées qui prennent un peu la place d'une haie comme une infrastructure agroécologique. Ça peut aussi être des plantations sur des zones de captage d'eau potable sur lesquelles on a besoin de faire évoluer les pratiques pour qu'il y ait plus d'intrants, notamment qui viennent polluer ces zones de captage d'eau potable. Et pour le coup, avec leur capacité de filtration, on voit que les taillis à courte rotation peuvent aussi avoir un rôle à jouer sur ces zones-là, même s'ils sont moins rentables d'un point de vue énergétique. On va moins les booster uniquement pour la production de biomasse. Comme ils vont répondre à différents usages environnementaux, on peut imaginer effectivement de travailler sur des cofinancements pour les services environnementaux que rendent ces plantations et de la valorisation de biomasse en complément. Donc voilà, vraiment avoir une logique globale sur cette production-là. Sur la biomasse. Un petit mot rapide de Stéphane et Rémi, et après on conclut parce que... Ouais, juste, je voulais rebondir, Florent, on a un témoignage qui aurait pu être un témoignage à la fois politique et technique, celui de Vincent Labarthe, qui est vice-président de la région Occitanie, en charge de l'agriculture et de la forêt, qui est aussi agriculteur, qui a une exploitation sur laquelle ont été replantées il y a quelques années les étapes d'entretien indispensables par rapport à la couverture PAC, à la couverture photographique ne s'équilibrait pas économiquement il y a quelques années. Pour la première fois, ils viennent de réaliser une opération où les coûts de broyage, de taillage ont été financés par la valeur de la plaquette. Donc, et en plus, lorsqu'un élu connaît réellement les sujets qu'il est censé traiter, je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Merci. Rémi ? Oui, juste rajouter, pour rappel, que parmi les 3 premières régions pilotes du bois énergie, il y a le Grand Ouest et il y a la Normandie. Et c'est quoi ? C'est une région de bocage. Et aujourd'hui, Bretagne-Normandie, une grande partie des chaufferies, notamment les chaufferies rurales, sont alimentées par du bocage, notamment, surtout en circuit court. J'en profite pour rajouter une petite parenthèse. Actuellement, par rapport à ce que je disais sur l'épargne citoyenne et sur les réseaux de chaleur citoyens, on essaye d'accompagner un premier projet sur la région, sur le département, à l'UNAS, à côté de l'ODEV, voilà, sur un réseau citoyen. Et est-ce que je peux faire un tout petit rebond là-dessus? Désolé. Allez-y, Florent. Sur la partie propriété forestière, il y a aussi des dynamiques citoyennes qui se mettent en place sur la forêt privée, d'achat de parcelles collectives. Et puis, il y a l'opérateur public qui peut aussi intervenir. Nous, on a travaillé sur les systèmes d'affouage, par exemple, où on a du bois domestique qui sert à l'amélioration de peuplement de forêts publiques, où pour le coup, on est vraiment sur une logique de réappropriation citoyenne de l'approvisionnement en bois énergie. Et il y a vraiment des champs à creuser sur ces sujets-là. Voilà, pour avoir une vision, enfin une réappropriation citoyenne du bois énergie. Eh bien, très bien, comme ça on va conclure sur ces mots positifs et ces pistes pour l'avenir. Donc on a bien compris qu'il y avait une prise de conscience en tout cas de toute la filière par rapport à cette future tension, qu'il y avait un besoin de planification et de réglementation et en même temps qu'il y avait pas mal de pistes positives sur la diversification, sur enfin, voilà, l'énergie citoyenne. Voilà. Je pense que c'est quand même assez positif ce qui va arriver. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, normalement, il y avait Flora, mais là, il y a une autre personne même pour donner le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah, il y a une dame là-bas. Bonjour, je vais peut-être me présenter parce que c'est pas neutre. En fait, je suis Françoise Bussy, vice-présidente d'Autun-Morvan Écologie. Est-ce que vous pouvez répéter le nom ? Je suis vice-présidente d'Autun-Morvan Écologie. Autun-Morvan. Autun, on est en Saône-et-Loire, on est dans le Morvan. Voilà. Bien. Et cette association se bat depuis plus de 30 ans sur la défense de la forêt, notamment des feuillus, puisque nous avons affaire à une grosse part de monocultures qui sont en train de mettre à mal nos feuillus. Donc le bois énergie, c'est quelque chose que l'on voit avec beaucoup d'inquiétude sur le déploiement, notamment le scénario qui est proposé par l'ADEME. Et je pense que développer les chaufferies énergie, c'est plutôt de la science-fiction. Dans le Morvan, à l'heure actuelle, on a une épidémie de scolyte qui a mis à mal 30 à 40% de la production.
On a dans le Jura la même chose. Il y a 30 à 40% de la production qui va être rasée parce que les arbres sont morts. On a le réchauffement climatique qui met en danger nos arbres. Et on voit le développement du bois énergie qui va commencer à attaquer les bois qui sont de faible qualité. Une autre question, c'est qu'est-ce qu'on appelle des bois de faible qualité? Le débroussaillage. Le débroussaillage a un vrai rôle à jouer dans une forêt. Il y a quand même un problème de sol, de sous-sol, de protection de la biodiversité. Et la notion de déchet est une notion qui est très confortable parce qu'elle permet de mettre tout et n'importe quoi. Et quand on parlait tout à l'heure d'arbres qui étaient coupés pour le bois énergie, c'est une réalité. À l'heure actuelle, quand vous visitez même les chaufferies rurales, dans des milieux ruraux, ce sont des arbres qui ne sont pas neutres et qui ont un véritable impact. On a l'État qui commence à s'inquiéter effectivement de la situation. On a un plan national forêt-bois qui est en train de voir le jour, où on a en même temps, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire la forêt, restructurer la forêt, multiplier par 3 les plantations, et en même temps, il faut multiplier par 3 l'exploitation, les sorties de bois. Entre aujourd'hui et 2050, il va y avoir un creux, un réel creux, et je me demande, moi, vous allez pouvoir trouver l'approvisionnement dont vous parlez aujourd'hui. Je pense qu'on est dans quelque chose de pas réel. Juste une dernière chose, le label PEFC, c'est un label que tout le monde peut avoir, qui ne veut rien dire du tout. Il y a un label qui s'appelle FSC, qui est un réel label de garantie de qualité, mais on n'en parle pas parce qu'il est beaucoup trop exigeant. Merci pour votre témoignage en tout cas, et c'est ce que je disais en introduction, l'adéquation entre la forêt qui dépérit et en même temps les besoins pour sortir des énergies fossiles qui sont de plus en plus grands, et cette adéquation elle va être de plus en plus compliquée, quoi. Juste un point, oui, alors par rapport aux scolytes. Justement, on en avait parlé avec Florin lors de notre préparation, et pour Solagro, si j'ai bien compris, justement, la réserve sanitaire, on va dire, de la forêt, ça peut être aussi une réserve de bois énergie. Tout ce qui est bois périssant, ça peut justement approvisionner des chaufferies, c'est ça ? Alors, effectivement, on a des gros volumes de bois qui apparaissent sur le marché liés au dépérissement. Peut-être déjà pour faire un lien avec le contexte du Morvan et ses attaques de scolytes, on a vu que l'enraisinement en secteur de plaine qu'on a pratiqué il y a une cinquantaine d'années ou un peu plus même maintenant, aujourd'hui on voit que c'est pas adapté et que c'est pas forcément un système résilient, et pour le coup on voit encore des coupes rases pour de l'enraisinement, et effectivement ça peut poser question, et là-dessus je souscris. Alors pour le coup, d'après moi, le bois énergie c'est un peu finalement, on valorise ces coupes rases en bois énergie, mais ce qui amène cette coupe rase, c'est plutôt derrière un modèle de plantation un petit peu industriel qui est plutôt dédié au bois d'œuvre. Donc je pense que le bois énergie, c'est un peu le bouc émissaire de ces coupes rases, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le premier responsable. Mais effectivement, là, il y a un système de sylviculture qui est pas forcément, qui est un peu qui fonctionne dans les Landes de manière maintenant assez ancienne, mais qui n'est pas forcément réplicable partout, et sur lequel on est tout à fait en droit de s'interroger. Et là, je rejoins tout à fait l'intervention qui a été faite. Pour autant, voilà, on a souvent tendance à taper sur le bois énergie qui n'est pas forcément le moteur de ce système-là. Et on a besoin, et le bois énergie peut vraiment y contribuer sur cette notion de bois dépérissant, mais avec effectivement une attention à avoir sur qu'est-ce qu'on appelle vraiment un bois dépérissant. On peut, c'est vraiment une réflexion à avoir massif par massif, essence par essence, et pour le coup, chaque massif a vraiment ses spécificités, et on peut pas regarder d'en haut et dire tout ce type de bois doit partir de telle manière. Il faut vraiment articuler les différents niveaux de planification pour pouvoir avoir une action assez agile, parce qu'il y a des endroits où effectivement il va falloir intervenir sur la forêt pour accompagner sa mutation, et d'autres qu'il va falloir préserver parce qu'effectivement on a déjà une résilience naturelle, et il faut plutôt encourager cette résilience-là en intervenant le moins possible, et ça on peut pas forcément avoir une politique unique là-dessus. Il faut vraiment aller massif par massif pour porter cette réflexion. L'ONF justement expérimente pas mal de parcelles avec de la biodiversité, des multi-espèces et non pas de la monoculture. Juste une réponse de l'ADEME et puis après du CIB. Oui, alors du coup on est
on est vraiment sur une ligne de crête. Hein. On doit décarboner nos activités humaines, on n'a pas le choix, si on ne veut pas finir à plus 4 ou plus 5 degrés. Et la forêt trinque. La forêt trinque comme nous, hein, comme tous les êtres vivants sur cette planète. Donc il faut préserver en fait les arbres qui arrivent à s'adapter. Donc il y a la régénération naturelle, faut l'accompagner. Et il y a des forêts, en fait, historiquement on a le châtaignier qui dépérit beaucoup. Mais aujourd'hui on a des résineux, le Douglas, on arrive sur le hêtre aujourd'hui avec des forts dépérissements, le frêne, la calarose, un champignon en fait. Et donc on a énormément de crises sanitaires. Donc il faut accompagner en fait la forêt dans son adaptation. Donc à l'ADEME, on opère un budget de 150 millions d'euros pour le renouvellement forestier. C'est un dispositif qui sera pérenne au moins jusqu'en 2030. Ça permet aux propriétaires forestiers en fait de faire des travaux sur des forêts incendiées ou des forêts dépérissantes, des châtaigniers secs sur pied, etc. Vous parliez aussi de l'impact sur les sols forestiers. La filière de plus en plus se mécanise, hein, ça a des vertus. Hein. C'était le travail du bûcheron aujourd'hui. Des bûcherons on n'en trouve plus. On a des difficultés sur l'emploi parce que c'est des emplois où il y a beaucoup d'accidents du travail. Donc aujourd'hui, le fait de mécaniser la filière, ça permet de gagner en productivité, mais aussi d'avoir moins d'accidents sur le terrain. Après, il ne faut pas aller sur du gigantisme, et donc c'est à l'ADEME, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas en mettant des critères d'éco-conditionnalité pour aider justement les entrepreneurs de travaux forestiers à s'équiper. Donc on a des critères de charge à la roue, de pression statique au sol, de certification de gestion durable, d'utilisation d'huile biodégradable, lubrifiant non écotoxique, etc. Donc pour avoir des machines plus petites, avec 8 roues, des pneus larges, etc., qui impactent moins les sols, ce qui fait qu'on préserve cette qualité de l'écosystème et que la prochaine rotation d'arbres poussera correctement. Par contre, il y avait juste quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord. Vous disiez qu'il y aurait un creux en 2040 à venir. En tout cas, dans le sud-ouest, on n'est pas concerné parce qu'en fait, il y a eu 2 grosses tempêtes en 99 et en 2009 avec des énormes plans de plantation derrière. Et donc, les arbres vont arriver. Là, on est en première éclaircie à plus 15 ans. Donc, on a beaucoup de bois énergie qui sort, hein, puisque sa affinité bois d'œuvre et bois industrie, c'est ces bois-là. Et ces arbres arriveront à maturité en 2040-2050. Donc, on va vers beaucoup de bois pour les années qui viennent. En tout cas dans nos régions. Oui, c'est ça, je crois, un pic même vers 2040 en Aquitaine, quoi. Stéphane. Alors, le témoignage, il sera passible, il sera confort. Je suis intervenu auprès des associations départementales de Bourgogne, les 8 associations départementales, mais aussi des 8 syndicats d'énergie, qui par rapport justement au bois scolyté, ça peut représenter jusqu'à 500 tonnes hectares. Et les collectivités forestières, qui là-bas sont des communes forestières, hein, ils sont propriétaires de plusieurs centaines d'hectares, ça représente des rentrées financières conséquentes, se préoccupent vraiment non seulement de valoriser ces bois, alors c'est pas forcément le bois énergie, un bois scolyté, il y a eu des groupes de travail technique qui ont démontré qu'il ne perd pas ses propriétés mécaniques dans un premier temps. Pendant 12, 18, 24 mois, on peut l'exploiter. Si par contre il n'est pas valorisé dans ce temps-là, effectivement, il y a un risque de devoir l'envoyer vers le bois énergie. Donc clairement, le bois scolyté peut servir en bois matériau, en bois d'œuvre. Tout à fait, comme certains bois incendiés aujourd'hui, quand ça n'a pas atteint la partie structurelle de l'arbre, ça peut être valorisé et il y a des gisements conséquents. Et comme ça a été dit par l'ADEME, les conséquences des tempêtes, et malheureusement des tempêtes, il y en aura d'autres, des incendies massifs, il y en aura d'autres. Il faut intégrer ces gisements, alors il faut gérer le gisement à l'instant T, mais aussi gérer le gisement secondaire, tertiaire qui vient après dans les phases d'exploitation de culture de la forêt qui est réimplantée. Rémi, très rapidement, et on essaye de prendre une autre question quand même. 2 points très rapides. Ce que dit Madame prône sur ce que je dis là sur la gouvernance territoriale des usages. C'est important, c'est essentiel. Et le territoire du Morvan n'est pas le territoire du Puy-de-Dôme, n'est pas le territoire d'Occitanie, enfin des Landes, etc. Donc là, il y a à mettre les acteurs autour de la table sur une vision aujourd'hui, demain, et quelles sont les priorités d'usage, bois matériaux, etc. Voilà. Et le deuxième point, juste pour rappeler sur l'histoire des machines, hein, on a poussé pendant des années
les entreprises à se doter de machines monstrueuses. Et pour les rentabiliser, parce que ce sont des ETF, ils ne sont pas propriétaires du bois. Pour les rentabiliser, ils sont obligés de faire des milliers et des dizaines de milliers de tonnes de bois. Donc, à un moment donné, il ne faut pas toujours tirer sur les mêmes. Et moi, très clairement, un de mes associés, il a eu des grosses machines. Aujourd'hui, il s'en débarrasse. Voilà. Parce qu'on pousse à la roue sur des choses qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus. On comprend bien l'engrenage. Une autre question peut-être? Oui. On vous apporte le micro. Et puis après, on conclut. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la qualité des présentations. Moi, j'avais deux questions. Une première sur Montpellier. Est-ce que vous avez eu des sujets d'acceptabilité sociale pour la création de ces chaufferies biomasse, au regard à la fois de l'approvisionnement en bois, mais aussi de la qualité de l'air, notamment dans le contexte de mise en place des ZFE? Et est-ce que vous avez mis en place du coup des mesures d'accompagnement spécifiques au regard de ces sujets d'acceptabilité? Et l'autre question portait sur plutôt à destination de l'ADEME. Est-ce qu'il y a des instances du coup de régulation qui sont envisagées pour avoir une vision macro à l'échelle régionale ou départementale et assurer une régulation peut-être des projets privés, publics, pour assurer justement la viabilité à court et moyen terme sur la ressource? Merci beaucoup. Donc effectivement sur Montpellier, et surtout pour la dernière réalisation de la chaufferie de la Cité Créative qui se situe près du parc Montcalm en centre-ville, hein, quelque part. On a rencontré effectivement de l'opposition à ce projet qui a forcément des défauts, hein, je dis pas, mais on a su par la qualité professionnelle de ce qu'on a mis en place prouver qu'on travaillait dans des bonnes conditions sur d'abord la filière bois et la qualité du bois qu'on exige. C'est la qualité du bois qui fait la qualité de la combustion et donc la protection de l'air aux environs. On met du matériel industriel, professionnel, qui régule bien, qui assure une parfaite combustion et qui assure une parfaite filtration. Donc ça, on l'a fait valoir. On a fait des journées publiques où on a fait visiter nos installations les autres. On a fait des rencontres comme on voit là, où on a expliqué ce qu'on allait faire. On fait des visites maintenant sur site. J'en ai encore fait une samedi dernier avec les riverains pour expliquer ce qu'on fait, comment on fonctionne. On rappelle, on tient des bilans annuels. On va faire des bilans annuels avec les riverains. Et donc, oui, on met vraiment les choses en place pour instaurer un dialogue et rassurer les personnes parce qu'on essaye de le faire bien ce qu'on fait. Et donc, du coup, on veut le faire valoir. Et les gens sont plutôt... Enfin, moi, j'ai fait une visite samedi. J'avais 45 personnes à la chaufferie. Les gens étaient plutôt satisfaits de ce qu'ils avaient vu, de la qualité de l'entretien et de la combustion que l'on fait. Et repartent, en général, plutôt rassurés de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est par cette méthode, on va dire par l'explication, par la pédagogie, qu'on parvient à rassurer l'auditoire. Beaucoup de pédagogie et d'implication des citoyens en fait dans cette mise en place de la chaufferie. Ah oui, moi j'ai très régulièrement des visites sur toutes les chaufferies, au niveau des étudiants, au niveau des riverains. Et on tient toujours ce discours de qualité d'équipement, de qualité de bois, afin de les rassurer. Et on est très ouvert à toutes ces visites, on en fait très régulièrement. Très bien, merci. Jérémy, par rapport à l'ADEME et la régulation? Alors je vais revenir sur les cellules régionales biomasse. Aujourd'hui, c'est en cours de discussion sur l'extension de leur périmètre. Alors je ne vous promets pas qu'on va aller sur des avis administratifs pour des projets privés qui ne sont pas aidés. On n'en est pas là. Mais déjà pour couvrir plus largement que les appels à projets nationaux. Qui sont finalement les plus gros projets, certes, mais qui ne sont pas la totalité des projets. Pour vous dire que ça bouge beaucoup, c'est que jusqu'en 2022, les cellules biomasse étaient des organes consultatifs. Donc ils donnaient un avis, mais c'était consultatif. Hein. Et leur avis est opposable en fait depuis cette année. Et donc c'est pas que du vent, puisque en tout cas côté Nouvelle-Aquitaine, je vous disais qu'il y avait une forte tension sur le massif des Landes de Gascogne, et le premier avis négatif opposable est tombé là cet automne sur le massif des Landes de Gascogne pour un gros projet.
très synthétiquement, tout projet, de toute manière, il part d'une étude d'opportunité, une étude de faisabilité, et après, très tôt, on fait l'étude d'approvisionnement. Si le plan d'appro annonce qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, qu'on n'aura pas la capacité à approvisionner, on arrête de suite. Ça compromet l'avenir de l'équipement. On a un besoin général d'acculturation de tous les publics. Depuis la jeunesse jusqu'aux décideurs, jusqu'aux nos concitoyens. Le guide de l'ADEME, ce sont des questions, tout le monde devrait être incollable sur les réponses qui y sont apportées. Il y a le guide France-Bois-Forêt, la forêt en 36 questions, c'est aussi à télécharger, c'est très très bien fait. Et ça permet, même dans un débat public passionné, un débat public c'est souvent passionné et passionnant par le même biais. Et là, il faut avoir ces éléments de réponse clés en main. Et les collectivités forestières ont initié un programme dans 1000 communes, la forêt fait école. C'est accompagner une école primaire dans le suivi de la gestion forestière d'une parcelle. Donc on est vraiment, c'est l'image d'Épinal, mais c'est ce qui sera l'avenir, la réalité de cette activité demain. Eh ben, merci beaucoup à tous les 5 en tout cas pour votre présentation et vos informations très pertinentes. Et je pense qu'on a bien compris qu'il faut être à la maille terrain en tout cas, et tous autour de la table pour arriver à monter cette filière durablement. Merci beaucoup, on peut vous applaudir, merci. Merci à vous et bon salon.